Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et oui, ça y est, on dit adieu au pavé de Paris-Roubaix, on dit adieu au mont pavé du Tour des Flandres, on dit adieu à toute cette période des Flandriennes qu'on a adorée, mais on se tourne désormais sur les Ardennaises. Et oui, et comble de ça, il a fait très très beau sur les Flandriennes et il fait beaucoup moins beau en ce moment en Europe quand s'approchent les Ardennaises, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, on va découvrir une typologie de coureurs assez décevants, c'est pur puncher, ces mecs qui savent faire la différence sur ces petites côtes des Ardennes et du Limbourg aussi. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, c'est apparemment un très très grand fan des Ardennaises, il va vous en parler sûrement beaucoup mieux que moi. C'est Nico, comment ça va Nico ? Bonjour Titien, merci à tous d'être présents. Oui, alors grosse campagne de classiques, on a vécu des courses assez folles jusqu'ici, en tout cas entre l'Estrade Bianche avec la chute de Pogačar, Milan-San Remo, Tour des Flandres Paris-Roubaix, donc Van der Poel contre Pogačar en trilogie, j'ai envie de dire. Une trilogie, cette trilogie va donc s'arrêter. Pogačar ne s'arrête pas, mais la trilogie va s'arrêter. Et alors, pour les gens qui ne me connaîtraient pas encore, oui, effectivement, moi, les courses de vallon. Donc, alors typiquement les Ardennaises, mais également, j'ai déjà pu en parler, les Strade Bianche, qui ressemblent aussi un peu à ce type de course avec des vallons, et également, d'une certaine manière, le Tour des Flandres, qui a des monts pavés. Alors, ça reste des vallons. Moi, c'est mes courses préférées, hein. Les courses vallonnées, évidemment le triptyque dont on va parler. On va commencer à en parler aujourd'hui avec l'Amstel, la Flèche et Liège. Mais de manière générale, pour aller un peu plus loin là, sur ce sujet, les étapes sur les grands tours où il y a les petits massifs, parce que tout le monde est les grandes étapes des Alpes et compagnie. Et moi-même, je suis un alpin, donc voilà. Mais moi, j'aime bien les courses sur les petits massifs, comme les courses qui se passent dans les Vosges ou les Ardennes ou le Jura, pour la région française, mais également dans d'autres, les Apennins, quand on parle du Giro, ou des plus petits massifs que par exemple les Alpes ou les Pyrénées. Voilà. Moi, c'est mes étapes ou mes courses préférées parce que je trouve que c'est le type de course qui donne le. Alors après, on est dans la période Pogacar, donc voilà, mais c'est le type de course qui donne Voilà. mais ça donne le plus sur le papier de chance à plein de types de coureurs de pouvoir s'exprimer. Il peut y avoir vraiment des purs punchers, des mecs très explosifs qui attendent les parties les plus difficiles pour attaquer. Il peut y avoir des grimpeurs qui arrivent quand même avec du pourcentage et la répétition des efforts. On se souvient de la victoire d'Andy Schleck, qui est quand même un pur grimpeur, qui avait réussi à gagner Liège-Bastogne-Liège en 2009. Il y a des coureurs également plus puissants, type Wout van Aert, qui peuvent éventuellement Van der Poel, qui sont des grosses machines, des gros moteurs, qui peuvent également bien s'en sortir. Il y a des techniciens, des attaquants, des coureurs qu'on voit pas forcément tout le temps, des mecs qui peuvent attaquer de loin, des mecs qui sont des bons techniciens, des gars qui lâchent rien, comme Benelli. Donc, je trouve que c'est un type de parcours, les courses vallonnées, qui donnent, sur le papier en tout cas, le plus de chance, on trouve la plus grosse diversité de coureurs. Après, bon, il y a Pogacar, donc tant pis. Ben, Mais on va en reparler de Tadej Pogacar, mais effectivement, alors, nous, on avait fait, là, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur la première de ce qu'on appelle les trois Ardennaises, donc l'Amstel Gold Race. On avait fait, avec, je crois que c'était avec Matt et avec Poppy au mois de décembre, en fin d'année, on avait sorti un écrase les pédales top 10 de nos classiques préférés. Et moi, j'avais mis l'Amstel Gold Race, je me souviens, en troisième position, derrière le Tour des Flandres et Roubaix. Moi, c'est ma préférée des trois Ardennaises. Tu me diras après ce que t'en penses toi, mais moi, je trouve que c'est celle où il y a le plus d'incertitude, justement. La Flèche, bon, on sait à peu près comment ça va se finir. On connaît pas le nom du vainqueur, mais en tout cas, le déroulé de la course est assez connu. si, on connaît le nom du Bon, vainqueur. voilà. Ouais, on en reparlera quand on fera la preview de la Flèche. Mais alors, Liège-Bastogne-Liège, c'est encore plus, voilà, c'est encore dans le cyclisme actuel qu'on a, il y a encore moins de chances pour que ça échappe à un coureur dont on pense. Mais vraiment, cet Amstel Gold Race, moi, ce parcours tortueux, ces côtes, justement, la différence de l'Amstel avec les autres deux autres Ardennais, c'est vraiment qu'on a des côtes très très courtes, hein, de moins d'un kilomètre, très très pentues, ça tournicote un peu Oui. partout là. Donc, tu vas nous en parler après de ce parcours. Mais moi, c'est parmi les trois Ardennaises ma préférée. Je sais pas comment tu la vois, toi, l'Amstel. Alors, historiquement, moi, j'adore la flèche, mais ça doit être mon côté gamin, parce que j'adore l'explication sur le mur de UI. Après, c'est vrai que dans la course en général, ma préférée, ce serait également aussi l'Amstel, parce que c'est celle qui a le plus d'incertitude et qui a le parcours le plus varié. Pour donner un exemple, Liège-Bastogne-Liège, ça dépend des éditions, mais on est très souvent, ces dernières années, au-delà des 4000 mètres de dénivelé positif pour la journée, ce qui en fait une vraie étape de montagne, hein, en termes de pur dénivelé, hein. Alors que là, sur l'Amstel Gold Race, comme on a beaucoup de monts, beaucoup de petites montées, de relance, un parcours très exigeant, mais par contre avec peu
kilomètres de montée, puisque c'est des côtes de 1 kilomètre, voire moins, ben, on se retrouve avec, au final, à peine plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Alors, c'est pas rien, c'est pas une étape de plaine, mais enfin, c'est pas non plus une étape de haute montagne, donc ça favorise des coureurs qui ont peut-être un peu moins qui ont de facilité de grimpeurs. Donc, je rejoindrai sur ce point-là, Titien. Et bah justement, est-ce que tu peux un peu on va le montrer à l'écran, est-ce que tu peux un peu nous parler du parcours et des points clés de cette édition de l'Amstel Gold Race? Alors, comme d'habitude, c'est la classique la plus connue des Pays-Bas. Certains l'appelleraient le sixième monument, parce que c'est vrai que d'un point de vue historique et d'un point de vue où c'est placé dans le calendrier, entre le week-end entre deux gros monuments que sont Paris-Roubaix et Liège. Donc, c'est toujours le troisième week-end d'avril et on part toujours de Maastricht, bien entendu, pour arriver dans la région de Valkenburg. Donc, des fois on arrive en haut, des fois on arrive en bas, mais voilà, de manière générale, on arrive vers Valkenburg, donc dans la région du Cauberg, qui est le mont, la montée la plus connue, on va dire, de ce parcours. Et d'ailleurs, le Cauberg, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le Cauberg est au menu de nouveau cette année, puisque des autres années, on avait eu un parcours un peu alternatif, mais on est de retour avec ce final au niveau du Cauberg, donc quelques hectomètres avant la ligne d'arrivée, 1 kilomètre en gros, quand on arrive en haut du Cauberg sur le faux plat en haut de Valkenburg, qui après finit en faux plat descendant. En gros, on est à peu près sous la flamme rouge, hein. Quand ça finit de monter, vraiment, on est sous la flamme rouge. Et après, c'est un dernier kilomètre tout droit, à plat sur le plateau pour arriver à la ligne d'arrivée à Berg en Tierbilt. Alors, j'ai un accent néerlandais absolument déplorable. Donc, si je ne prononce pas bien des termes, ne m'en voulez pas. Et au point de vue géographique, avant de détailler d'autres points importants de ce parcours, n'oubliez pas qu'on est tout au sud de la Hollande, donc juste en dessus des Ardennes. Donc c'est la fin du massif ardennais et que même si on est aux Pays-Bas, c'est la partie tout au sud-est des Pays-Bas, donc la seule partie où il y a du profil dans ce pays qui est évidemment qu'on appelle le plat pays enfin, avec la Belgique évidemment, mais c'est pays très très plat avec très peu de dénivelé. Donc on est dans cette région-là, cette région de Valkenburg, dans cette petite entaille néerlandaise à l'intérieur du territoire belge. Évidemment, on part de Maastricht comme chaque fois, comme je l'ai dit, et il y a environ 34 monts répertoriés. Alors, c'est pas parce qu'un mont, des fois il y a des monts qui sont pas répertoriés et pourtant ça monte, mais dans les côtes répertoriées, donc c'est des 34 monts qui font en moyenne environ 1 kilomètre de montée. Il y en a certains qui font un peu moins, hein, qui font 500 mètres, 800 mètres, d'autres qui vont jusqu'à 2,3 kilomètres. Mais en gros, on est sur cette longueur de mont-là, ce type d'effort-là, donc des efforts très intenses, et on se retrouve aux alentours, les pentes moyennes, c'est entre du 4 et du 8% pour situer à peu près. Donc c'est pas la flèche wallonne, c'est une sorte de mini Liège, mais c'est un peu moins pentu que certains monts du Tour des Flandres. Mais enfin voilà, ça vous donne à peu près l'idée. Comme j'ai dit, 256 km avec 3200 mètres de dénivelé. Vous avez à l'écran les monts principaux. Alors, ceux qui vont retenir notre attention, il y en a quelques-uns. Alors, tu avais parlé du Cauberg, je te laisserai après compléter éventuellement Titien. Mais parmi les monts qui font souvent la différence, on pourra noter le Kreuzberg, qui est un des monts les plus pentus de la course, très court, hein. Le Kreuzberg, c'est 500 mètres, mais à 9%, on sait que Pogacar aime bien quand les pourcentages, enfin, en tout cas, les vrais bons grimpeurs punchers, typés Pogacar ou autres, aiment bien quand ça dépasse les 7-8% pour pouvoir faire la différence. Donc, le Kreuzberg, c'est une option. Et il y a également dans un autre mont qui a fait assez la différence ces dernières années, il y a le Kuttenberg. Le Kuttenberg, c'est 1,1 km, donc c'est un peu plus long à 6,4%. Donc c'est dans la moyenne haute de ce qu'on trouve sur l'Amstel, hein. Il y a beaucoup de monts qui sont aux alentours des 4-5%, donc c'est un peu plus roulant. Notamment le Bemelerberg, qui est un des derniers monts qui est pas mal fait de fois sur ce parcours, mais voilà, qui ne dépasse pas les 5% de moyenne. Donc voilà, ça vous donne à peu près ce qu'il y a comme type de course. Et on rappelle rapidement, ça tu le feras certainement aussi, Titien, le palmarès de ces dernières années. Alors, vous voyez, c'est des profils de coureurs très variés, mais surtout des coureurs très endurants, parce que, comme je dis, il y a 34 monts sur 256 km, donc il faut quand même avoir une sacrée endurance. Et on peut noter, évidemment, Philippe Gilbert, grand spécialiste, qui avait gagné sa dernière Amstel en 2017. Mais depuis, on a eu des vainqueurs comme Mathieu Van Der Poel, bien entendu, en 2019, on s'en souvient, avec Alaphilippe et Fulsang qui se regardent. On a eu Katowski, qui l'a gagné 2 fois, en 2015-2022. Tadej Pogacar en 2023, donc qui avait gagné Amstel, La Flèche, et qui s'était blessé, on s'en souvient, qui était tombé sur Liège. Et le vainqueur en date, le dernier, évidemment, Tom Pidcock,
À noter que Wout van Aert l'a gagné en 2021. Donc vous voyez que ça correspond à pas mal de coureurs différents, mais la plus grande caractéristique, et Titien, tu seras d'accord avec moi, des coureurs, on parlera après des favoris, c'est d'avoir une grosse endurance, parce que plus de 250 km avec des monts, il faut avant tout être un coureur très endurant. Merci Nico pour cette belle description du parcours. Effectivement, moi c'est une classique que je regardais beaucoup étant enfant. Je l'ai plus regardé finalement que Liège-Bastogne-Liège ou la Flèche Wallonne. Je sais pas vraiment pourquoi, mais alors comme tous les enfants, moi j'étais très jeune et c'est vrai que j'ai été un peu fan de Lance Armstrong quand j'étais vraiment jeune. Alors plus du tout évidemment maintenant, mais voilà, j'étais un peu émerveillé par ça. Il venait souvent, c'était son rendez-vous un peu annuel sur les classiques, l'Amstel Gold Race. Il a souvent cassé les dents, hein, comme derrière Bogert en 99 ou comme derrière Decker en 2020, en 2001, il me semble, ouais, c'est ça. Et moi, le mot qui m'impressionne le plus, c'est là où pour moi la course peut se jouer, c'est quand même le fameux Kuttenberg, hein, dont tu parlais, qui est situé cette année à 35 km de l'arrivée. Qui est certes long, 1,5 km à 1,1 km comme tu as dit à 6%, mais tu as au moins 700 mètres qui sont à une bonne quinzaine de pourcents et avec un passage à plus de 20%, donc c'est le mont pour moi le plus dur de la course et c'est vraiment là. Ensuite, tu as un long faux plat montant derrière ce Kuttenberg qui fait très très mal. La fin de course derrière est quand même beaucoup moins difficile. Il reste le Koberg, mais le Koberg, c'est pas le plus dur des monts. Et puis les monts dont tu parlais, dont le Gemmelberg, ça reste des très gros faux plats montants finalement à 4%. Donc Oui, moi, je pense que chez beaucoup de coureurs, on aura une course de mouvement qui se lance de loin parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont des très très bons punchers, des coureurs très endurants, mais sur un circuit final où vraiment des excellents punchers qui ont une pointe de vitesse auront pas de mal à rester dans les roues, ils auront d'autres choix que de lancer la course de loin. Donc moi, je suis sûr que la course, même si on a souvent eu l'impression quand l'arrivée se situait au niveau du Coberg que la course se jouait dedans, moi je suis quasi sûr qu'elle va être lancée très très loin par ces coureurs qui veulent absolument s'extraire. Après le Kuttenberg, ce sera beaucoup plus difficile pour eux de faire des différences. Oui, non, c'est clair, hein. Nous, l'Amstel Gold Race, c'est pas une course où il y a vraiment des monts qui font comme le mur de Huy sur la Flèche Wallonne qui font la différence. Euh, c'est une course qui demande du mouvement, comme je dis, qui demande Et puis il y a beaucoup de faux plats, on oublie de dire, il y a beaucoup de faux plats, donc sur l'Amstel, on peut pas être juste quelqu'un d'explosif. Il faut de la Hmm. puissance, il faut de la capacité à aller face au vent, et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'Amstel, c'est parmi les classiques typés ardennaises, parce qu'il y a quand même des bons, c'est celle qui convient le plus, le mieux aux Flandriens. Et d'ailleurs, ça se voit dans le palmarès récent, parce qu'il y a des vainqueurs ou des coureurs, des très bons coureurs de Flandrienne, comme Wout van Aert, hein, mais Van Der Poel qui l'a gagné, qui sont quand même des bons spécialistes des Flandres. On a encore vu les dernières semaines et ou des coureurs voilà, très endurants qui sont pas forcément des purs punchers, mais comme Katowski ou autres qui peuvent gagner. En revanche, ça convient également à des purs punchers si l'occasion se permet, l'occasion le permet, comme par exemple à Valgren ou un Pitcock qui est plutôt typé puncher. Bon, bah après, tu parlais, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, tu parles de classiques à mi-chemin entre les punchers et les flandriens. Je pense qu'on a un coureur qui est à mi-chemin entre puncher, flandrien, grimpeur, rouleur, etc. C'est Tadej Pogacar, qui a confirmé aujourd'hui même sa présence sur l'Amstel Gold Race. On parlera de ses adversaires après, mais on est d'accord tous les deux, Tadej Pogacar, c'est l'immense favori de cette course et on a du mal quand même à le voir battu. Toi, tu vois quel scénario? Est-ce que tu vois encore un Pogacar dominant et un numéro comme il avait fait il y a 2 ans? On se souvient qu'il était parti dans un groupe très très loin de l'arrivée et puis il avait fait sauter tout le monde. Est-ce que, à ton avis, il va procéder ainsi ou est-ce qu'il va plutôt attendre la dernière ascension du Koberg? Alors, c'est pas le genre de la maison hein, d'attendre la Je dernière pense pas, ascension non. du couvert. Moi, je me suis dit un jour, si un jour Pogacar revient sur la flèche, peut-être cette année, hein, à confirmer, ça dépend comment l'Amstel se passe. Mais normalement, il a prévu la flèche, le trio ardennais. Je me suis même dit que c'était quelqu'un qui pouvait attaquer dans l'avant-dernier passage du mur de Huy pour faire le dernier tour de Ouais, circuit, pourquoi pas, tout hein. seul plutôt que d'attendre la dernière version. Il y en a bien un qui peut faire ça, c'est lui. Non, non, alors, et puis c'est pas du tout dans son intérêt parce que, évidemment, Pogacar, il aime le pourcentage. Il aime quand la course est dure, quand il peut martyriser ses adversaires pendant 50, 60, 70, 80 km. Et, euh, et en plus, il a l'équipe pour faire ça. Je veux dire, avec lui au départ, il y aura Tim Wellens, il y aura Grossschartner, il y aura McNulty, il y aura Narvaez, il y aura Domen Novak, il y aura Sivakov. Sur le papier, c'est ça l'équipe. Ça peut peut-être encore changer d'ici dimanche.
Mais enfin, voilà, donc il a une équipe pour durcir la course dans les monts. Il n'y a que des grimpeurs quasiment ou des spécialistes des monts, que des mecs qui peuvent vraiment lui mettre un gros tempo dans les monts. Donc il a aucun intérêt à attendre le Cobert, qui, comme tu l'as dit, en plus, n'est pas assez difficile. Ouais, c'était un mont qui convenait parfaitement à Philippe Gilbert, mais parce que Philippe Gilbert avait énormément de puissance. D'ailleurs, il a remporté le Tour des Flandres, il a remporté Paris-Roubaix. On dit pas que Pogacar a pas de puissance, mais on dit simplement que s'il attend un mont contre le Coberg, face à, par exemple, un Van Aert, face à un Pidcock ou face à un Mark Hirschi, par exemple, qui sont plus des spécialistes de courses de classiques, des courses d'un jour, voilà, qui sont moins typés grimpeurs que lui, ils vont pouvoir le tenir sur un montée sèche du Coberg, mais très difficilement. Il y a peut-être que 4-5 coureurs qui peuvent tenir dans tout le peloton, mais ils seront là. S'il durcit la course et qu'il attaque, il durcit avec ses coéquipiers ou lui-même, et qu'il attaque dans des monts, bah, tu l'as dit, le Kuttenberg ou des monts avant pour durcir, il y a des coureurs qui vont bien moins, enfin, personne n'encaisse aussi bien la multiplication de ces petites difficultés de 1-2 km que Tadej Pogacar au monde. On pourrait argumenter avec Vingegaard, par exemple, sur des cols longs, où effectivement Vingegaard les encaisse extrêmement bien, hein, une étape où il y a 4-5 cols de suite, Vingegaard il aime beaucoup, mais des cols roulants où il peut se mettre à son rythme, etc. Il n'y a personne qui encaisse aussi bien que Pogacar. On l'a vu d'ailleurs, c'est un parcours qui ressemble pas mal au championnat du monde de Zurich de l'année passée. Ouais, c'est vrai. Moi qui suis suisse, qui connais bien la région de Zurich, même si je n'y habite pas. Non, mais c'est vrai, la région de Zurich, en termes de montée assez sèche, assez courte, et après des faux plats, des plateaux, et le fait de devoir relancer tout le temps avec des virages et autres, ça ressemble pas mal. Et quand on voit ce qu'il a fait sur le championnat du monde l'automne passé à Zurich, l'Amstel, c'est une des courses sur le calendrier. On se souvient de la démonstration depuis des années sur les Strade Bianche. Je me demande pas si l'Amstel, pour certaines configurations de l'Amstel, c'est pas une des courses qui lui convient le mieux de tout le calendrier. Sachant, avec peut-être le Tour de Lombardie également, sachant qu'il n'y aura pas Mathieu Van Der Poel, et qui est quand même le seul, jusqu'à preuve du contraire, sur cette campagne de classique, et même sur les années précédentes, qui est quand même le seul qui, sur ce type de parcours, peut lui tenir tête. Or, à mon avis, en tout cas, de ce qui est annoncé, il n'y a pas Mathieu Van Der Poel. Et donc Non, non, il sera pas là. ouais, bah, du coup, ça facilite grandement les choses pour Tadej Pogacar parce qu'il n'a pas un sparadrap qui s'appelle Mathieu Van Der Poel et qu'il est obligé de lâcher. Alors oui, il aura des rivaux, hein, donc Pidcock lui a bien tenu la jambe sur Tadej Bianchi. On a quand même vu que c'est un niveau en dessous, hein, que Van Der Poel et Pogacar. Pidcock, c'est un excellent coureur, il fait partie des favoris, on en parlera. Il y a du Van Aert qui est très, très, très en forme, il y a d'autres, mais on en parlera après de ces coureurs-là. Mais ce que je veux dire, c'est que comme il n'y a pas Van Der Poel, il est encore plus favori du fait de l'absence de Mathieu, qui est un des gars qui, sur le Coberg, pourrait le tenir et évidemment l'aligner au sprint. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est trop risqué pour lui d'attendre. Tout Pogacar qu'il est, ça reste un mec, on l'a vu avec Jonathan Narvaez sur le dernier Giro, qu'on peut tenir sur une petite ascension d'1 kilomètre quand on est dans un excellent jour, très très bon puncher. Et puis on l'a vu, mine de rien, là au Tour des Flandres où il s'est défait de tout le monde, c'était à l'usure parce qu'il a attaqué dans 10 mondes différents. Donc moi je pense qu'il a tout intérêt à quand même à porter les stockades de très loin et à faire lui il a les plus grosses capacités d'endurance du peloton à mon avis. Je pense qu'il attaquera de très très loin et que derrière il va nous faire potentiellement un beau solo. En tout cas, moi, ce serait une énorme surprise de le voir attendre la dernière montée. J'y crois vraiment assez peu. Donc, je pense c'est évidemment l'énorme favori et je pense en plus qu'il risque encore une fois de nous faire une démonstration. Après, on est à petite jurisprudence de 2 semaines, des 2 week-ends qui viennent de passer, au mine de rien, que ce soit sur le Tour des Flandres qu'il a gagné ou sur Roubaix, et notamment sur Roubaix, on a vu qu'il est arrivé complètement rincé, hein, à l'arrivée. Bon, c'était le cas de tous les coureurs quasi, mais il vient quand même de se mettre, grâce à Mathieu Van Der Poel comme adversaire, deux énormes mines de week-end de suite, donc on verra un peu comment le corps réagira. Mais toi, pour toi, ça reste le très grand favori de cette course. On oublie que c'est un ovni physiquement, Ouais, ouais, dans le sens où on dit souvent la fatigue des coureurs de classique. Le problème avec Pogacar, c'est qu'il a on va dire, il accumule le meilleur des qualités de tous les profils. Et c'est ça le problème avec ce type de coureur, c'est qu'on dit, oui, mais alors certains coureurs de classique, par exemple, qui vraiment font des grosses campagnes de Flandrienne, c'est vrai qu'arrivé le moment de l'Amstel ou de la Flèche Brabançonne dont on parlera, c'est vrai que ils arrivent un peu cramés, parce que c'est des spécialistes de classique. Ils sont sur des efforts de 1 jour ou 2 jours dans la semaine où ils donnent tout, et le reste, ils sont vraiment en mode récupération, mais parce que c'est leur type de préparation. Tadej Pogacar, c'est un coureur de grand tour à la base.
Et donc, du coup, il a naturellement des facultés de récupération qui sont égalées par très peu de coureurs. On l'a dit, il y a peut-être des Vingard, des Roglic, des gars comme ça. Mais il a une faculté de récupération de coureur de grand tour. Donc, lui, faire une ou deux courses, mais ces derniers temps, c'est plutôt une course dans la semaine à haute intensité, sachant qu'il a couru qu'une seule course par étape, c'est le Tour UAE depuis le début de l'année, et que si on rajoute, il doit être à une dizaine de jours de course depuis le début de l'année, arrivé fin avril, c'est pas non plus énorme. Donc, il peut encore faire une semaine d'Ardennaise, sachant qu'après, il va couper. Il va se lancer dans sa préparation pour le Tour de France en faisant du travail en altitude et du repérage dans les cols des Alpes et des Pyrénées. Donc, ce serait pas déconnant pour moi que même s'il soit gentiment au bout de son premier cycle de forme, ce serait pas étonnant quand même qu'il puisse être encore pas loin de son meilleur niveau, ou en tout cas d'un niveau quasiment intouchable pour les autres durant cette semaine ardennaise. En tout cas, bah, c'est une des questions dont on va avoir assez rapidement la réponse ce dimanche sur l'Amstel. Parce que s'il domine l'Amstel comme il a dominé l'Estradé ou le Tour des Flandres, ça veut dire il lui reste encore une semaine dans le réservoir. Ouais, tout à fait. Tu parles de Pogacar. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur lui, qui est un petit peu peut-être en fin de cycle. Il y en a un qui démarre son cycle là. C'est le deuxième coureur dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Et toi aussi, je pense. Bon, C'est bah voilà, ça signe le grand retour de Remco Evenepoel. Alors, tu voulais parler de la Flèche Brabanson, donc je vais pouvoir te tendre le bâton puisque Remco Evenepoel fait sa rentrée demain à l'occasion de la Flèche Brabanson. Donc voilà, on aura vraiment l'occasion de voir sur cette course ce qui vaudra. Il a déjà bien brillé sur cette Flèche Brabanson. Et puis au départ de l'Amstel, bah moi, ce que je me demande derrière, alors je pense qu'il s'il reprend directement sur des classiques comme ça, c'est pas pour faire de la figuration et c'est pas pour traîner en queue de peloton et reprendre du rythme parce que sinon il aurait peut-être repris sur une course par étape ou voilà. Je pense que s'il vient et c'est pas pour se prendre des humiliations ou vraiment montrer qu'il est pas du tout au niveau, mais il doit être déjà très très compétitif. De toute façon, Remco Evenepoel, dès qu'il revient à la compétition, on l'avait vu l'année dernière sur la classique au Portugal où il avait écrasé la course, donc je pense qu'il va être très très fort. Est-ce qu'après, pour toi, alors on aura déjà des enseignements demain sur la Brabanson, mais est-ce que pour toi c'est le principal concurrent de Pogacar et sur un parcours comme celui de la Style Gold Race, à quel niveau t'attends Remco Evenepoel être le principal concurrent de Pogacar ou déjà faire un podium ce serait bien pour Remco? Remco, c'est ma grande interrogation pour les semaines à venir, notamment les 2 prochaines semaines, puisque ça va être un peu le coureur à suivre des prochaines semaines. C'est pour ça qu'on va en faire un focus dans cette émission de Radio Fringale. Pour ceux qui écoutent la vidéo, voilà, le 18, il court aujourd'hui la Flèche Brabançonne, donc demain pour nous, puisqu'on enregistre ça le 17. Il sera sur l'Amstel, il va faire le triplé ardennais avec la Flèche mercredi et Liège dimanche, et il sera au Tour de Romandie. Il clôturera un peu son cycle. On rappelle, Remco, il a été blessé. Il sera le grand favori du Tour de Romandie, surtout quand on connaît ce type de parcours et les courses d'une semaine. Remco, ça le régale. Il n'y aura pas les autres monstres, donc ce sera le grand favori du Tour de Romandie chez moi. Euh, on verra comment il se débrouille. Sur les Ardennaises, c'est ma grosse interrogation. On va déjà voir comment il se débrouille aujourd'hui, enfin demain, sur la Flèche Brabançonne, avec une grosse start list, mine de rien, avec beaucoup de coureurs qu'on va retrouver durant les Ardennaises et beaucoup de coureurs qui ont été bons durant cette campagne de classique, qui ont été à un bon niveau. Euh, je sais pas, vraiment, là, c'est ma grosse interrogation. Je pense que une course comme Liège, au vu de son profil de Remco, qui est quand même en termes de travail sur la résistance, c'est-à-dire d'être capable d'envoyer des watts pendant un nombre de kilomètres moyen, c'est-à-dire ni trop long, ni des efforts trop longs, ni trop courts. Et voilà, je pense quand même que Liège, sur le papier, lui convient mieux à son profil que l'Amstel. Donc j'attends de voir. Je vais pas l'enterrer s'il n'est pas au niveau sur l'Amstel, d'autant plus que ce sera sa deuxième course de rentrée. Est-ce qu'il a déjà les plus de 250 km dans les jambes alors qu'il manque de compétition? J'ai aucun doute sur son niveau intrinsèque, comme tu le dis. J'ai aucun doute sur le niveau intrinsèque de Remco en termes d'envoyer les watts dans un monstre. S'il s'aligne sur une course, il va pouvoir les envoyer. Est-ce qu'il va pouvoir les enchaîner? Surtout si Pogacar ou l'équipe durcit la course très vite, est-ce qu'il aura la caisse pour tenir les 240, 250, plus de 250 km pour être encore là dans le final? Ce sera la grande question. Et je pense vraiment que des efforts qu'on trouve à Liège avec des monts plus longs, avec les pentes qu'il y a à Liège qui sont son profil, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il l'a gagné 2 fois, lui conviennent mieux, on va dire. Après, s'il cartonne sur l'Amstel et qu'il accroche Tadej, je serais ravi pour lui, évidemment. Mais je me demande encore. Une première réponse aujourd'hui, enfin demain, pour nous demain, lors de la Flèche Brabançonne.
Ouais, bah moi je te donne mon avis, je pense qu'il va être très très fort Remco Evenepoel. Ouais, ouais, je pense pas. Je pense qu'il va être un sacré niveau. Je pense pas que l'Amstel est. En fait, l'Amstel, le seul problème, c'est que c'est une course un peu nerveuse qui tournicote. Remco, dans ce format de course, lui, il est plutôt à l'aise quand il prend les devants assez vite. Et Mhm. pour moi, il faut pour lui une course qui se décante de loin. Et je pense que dans tous les cas, ça va être le loin avec des, ça va être le cas avec Pogacar et d'autres fous furieux qu'on a à cette époque moderne. Donc, moi, je pense qu'il va être très fort. Est-ce que ce sera suffisant pour battre Tadej Pogacar? Ça, j'ai pas la réponse. Je serais pas surpris que non, parce que Pogacar c'est tellement un ovni que voilà. Mais je pense qu'on va avoir droit à du très très grand Remco dès sa reprise. Et moi, je serais pas, tu vois, moi, je serais pas surpris qu'il soit à un niveau incroyable sur ces Ardennaises et que par contre qu'il soit moins fort sur le Tour de Romandie. On le sait, Remco, il a pas de souci pour être en forme sur des courses d'endurance, sur des courses punchy, etc. Là où sur des courses montagneuses, alors je vais loin déjà, hein, mais il faut qu'il ait une préparation millimétrée, les stages en altitude, on l'avait bien vu hein, quand il était sur le Dauphiné l'année dernière, puis sur le Tour, c'était pas du tout le même homme. Donc moi justement, j'y crois beaucoup plus sur ces Ardennaises. S'il y a bien un seul coureur en qui j'ai espoir pour lutter contre Tadej Pogacar, c'est lui. Donc comme tu l'as dit, réponse demain, mais c'est pas parce qu'il sera pas gagnant de la Flèche Brabanson qui est une course qui lui convient, mais c'est pareil, s'il part de loin, ce sera encore mieux pour lui. Mais moi, j'y crois vraiment pour cet Amstel. Liège, comme tu dis, c'est un peu plus loin. Déjà, on fera le constat dimanche soir après l'Amstel de ce qu'il peut faire sur Liège. Mais une course nerveuse comme ça, où ça se joue sur les qualités d'endurance, de loin, Remco, il sait faire. Donc, ouais, j'ai très très bon espoir pour lui qui puisse nous donner un peu de répondant à Tadej Pogacar. Mais c'est une vraie curiosité et c'est la vraie excitation de cette course. Parce que s'il était pas là, Evenepoel, on se dirait bon, Pogacar, il va nous faire le même numéro qu'Ostrade. C'est un peu le même plateau en plus que sur l'Estrade qu'on a ce dimanche. Donc voilà, on voit. Finalement, c'est le seul gars où on se dit, on sait pas ce que ça peut donner, mais lui, pourquoi pas, il peut l'accrocher quoi. Moi, c'est marrant parce que je suis pas d'accord avec toi. Ok. D'habitude, je suis plutôt avec quelqu'un d'accord avec toi, mais là, sur ce coup-là, non, mais c'est vrai, j'ai une vraie. Parce que alors, pas, je suis d'accord avec toi il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est que si s'aligne sur une course, c'est qu'il va être fort. On sait, les coureurs aujourd'hui, Van Der Poel, des fois, on le voit pas pendant 6 mois. On se dit à quelle forme il va avoir. Il arrive sur une course et il déchire tout. Il est directement sur le podium ou des trucs comme ça. Donc, je pense que des monstres pareils, ils savent très bien où ils en sont de leur préparation. S'ils s'alignent sur une course, il sera en forme. J'ai aucun doute qu'il sera en forme. Comme je dis, moi, c'est plus l'accumulation des kilomètres et le type de course qui va faire que il peut poser question. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera fort et que si tout se passe bien pour lui, que sa préparation s'est bien passée, il sera dans l'emballage final, il sera parmi les meilleurs. D'ailleurs, je pointe le fait que on va peut-être, en tout cas si Remco est bien remis de sa blessure, on va enfin avoir sur des courses d'un jour un gros duel entre Remco et Tadej, parce que à part sur le Tour de Lombardie, qui est quand même la chambre à coucher, la cuisine et le salon de Tadej Pogacar, parce que le Tour de Lombardie, c'est quand même fait pour lui. Là, on va avoir une course où, sur le profil, Tadej n'a pas autant l'avantage sur Remco, et je suis très intéressé parce que ça peut nous donner pas mal d'indications, l'Amstel, sur est-ce que, oui ou non, Remco peut tenir ou peut offrir une vraie opposition à 50-50 avec Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Si il fait un bon Amstel Gold Race, qu'il est un peu juste, mais qui montre qu'il est au niveau, ah, ça sent bon pour la suite des Ardennaises et la suite des futures années sur les Ardennaises, parce que Remco, on sait qu'il va vouloir les découvrir plusieurs années. Pogacar, bah, ça dépend, des fois il tient un an sur deux, ou ça dépend de son programme, et ça peut nous donner des super courses. On sait, nous, en tant que fans de cyclisme, quand il y en a un des coureurs fantastiques, des grands leaders, des 5 meilleurs coureurs du monde qui s'alignent sur une course et pas les autres, c'est assez ennuyant à suivre parce que souvent c'est lui qui domine les débats. Ce qui est intéressant, c'est justement quand sur un Tour de France, il y a Vingegaard et Pogacar, sur un Tour du Pays Basque, s'il y a Remco et Roglic, si sur une Flandrienne, il y a Van Der Poel et il y a Pogacar. Donc, si Remco monte, ça peut être le grand rival sur les types de courses type Ardennaise ou Tour de Lombardie d'un Tadej Pogacar qui, quand Remco n'est pas là, c'est vrai, se balade un peu, quoi, on va dire. Et du coup, j'ai pas tout compris pourquoi t'étais pas d'accord avec moi, mais. Ah, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je pense que vraiment le Tour de Romandie est fait pour lui et je pense qu'il peut le Ah. défoncer. Bah écoute, on Quand je verra dis que ça. ça, On verra ça. parce que moi je le connais, puisqu'il y a une étape, enfin, il y a la montre, il y a des, enfin, il y a un prologue, il y a un Ouais, contre-la-montre qui ouais, termine
Il y a un contre-la-montre, il n'y a qu'une seule vraie étape de montagne. Et je vous donne des infos, vu ce qui est tombé comme neige en ce moment, Ah, cette semaine, ce qui est tombé en Suisse, pas dit que tous les cols ah. puissent être faits d'ici les 2 dernières semaines. Donc pour Remco, il n'y aura peut-être pas de montée en dessus de 2000 mètres ou 1500 mètres. Donc non, moi je trouve que le parcours en général, la Suisse romande en plus, c'est très vallonné comme région. Donc moi je pense que sur le Tour de Romandie, je pense vraiment qu'il peut s'il il est en forme, et à mon avis, il n'aura pas de fatigue puisqu'il sera revenu depuis 2 semaines. Et je pense qu'il peut vraiment le défoncer. C'est dans ce sens-là où je n'étais pas d'accord avec toi. Eh ben, on verra ça. Si on revient sur l'Amstel, alors moi, il y a, au-delà de ces deux coureurs qui sont les deux grands favoris, moi, il y a un coureur, c'est une grosse hype sur lui, parce que c'est un de mes coureurs préférés. C'est Thibaut Nice. Thibaut Nice, on le sait depuis longtemps, c'est un excellent puncher. L'année dernière, on se souvient qu'il a pas disputé beaucoup de courses. Il est resté 5 mois en compétition. Il a claqué, quoi, 7 victoires, je crois. 8 victoires, même, Bon, pour Thibaut Nice. Donc, c'est voilà, un mec qui sait scorer. Dès qu'il passe partout, il score. Il a des capacités de punch phénoménales, et je pense qu'on l'a bien vu. Je sais pas si tu avais regardé ou vu un résumé du Grand Prix Indurain, mais l'attaque que met Thibaut Nice dans le final, incroyable. ça fait longtemps que j'avais pas vu un mec qui avait un punch pareil. Il dépose tout le monde en 200 mètres. Hein. Vraiment, il fait un écart d'une dizaine de secondes en 200 mètres. Derrière, il est pas revu. Ensuite, pour moi, il a fait un tour du Pays Basque, bah, finalement, un peu en retrait. Il a laissé Schialmos faire son classement général, mais on l'a pas beaucoup vu. Mais voilà, je suis pas sûr non plus qu'il se soit battu sur toutes les étapes. C'était vraiment une course de prépa un peu pour lui. Et puis, on a vu quand même sur la dernière étape qui était la plus dure, bah, il finit quand même dans le groupe juste derrière les favoris. Donc, il est bien monté en puissance au fil de la semaine. Moi, je l'attends vraiment au tournant. Ça faisait longtemps que je voulais le voir sur les Ardennaises. Alors, sur Liège, j'ai encore un gros doute parce que pour moi, c'est quand même une vraie course de grimpeur. Mais alors, on reparlera de la flèche, évidemment, dimanche. Mais alors, moi, je l'attends comme un des Là, sur grands la flèche, favoris pour la flèche. Pour moi, il peut déjà gagner. Mais alors, l'Amstel, avec des côtes qui sont très courtes, avec cet enchaînement, enfin voilà, Thibaut Nice, je pense qu'il est fait pour ses courses. Il a un punch monstrueux. Là où j'ai un petit doute, c'est évidemment, bah, on l'a jamais vu, sa capacité à tenir 250 bornes. C'est là toute la question. C'est un jeune coureur qui a pas encore une expérience sur la route monumentale. Mais moi, c'est une vraie curiosité. Je sais pas si toi aussi tu l'attends comme moi, mais j'ai vraiment, j'y crois un peu pour qu'il fasse un résultat, et j'ai hâte de voir ça. alors il y a ça, mais en plus, il a, selon moi, hein, parce qu'après il y a le cas UAE qui est quand même particulier parce qu'il y a beaucoup de très bons coureurs, mais ils roulent tous pour Pogacar. Donc voilà, pour moi, Lidl Trek a la plus grosse équipe ce dimanche. Je veux dire, je vous le dis, les 7 coureurs, c'est incroyable. Ils peuvent quasiment tous jouer le top 10. Alors évidemment, Thibaut Nice en leader, c'est normal, mais Badjoli, Skelmose, Conrad, Skuins, Quinn Simmons, Bokeh-Bolema. Elle est incroyable, cette équipe. Je veux dire, en termes de puissance de frappe, et en plus, eux, ils n'auront pas le poids de la course parce que ils auront des outsiders, notamment Thibaut Nice, qui fait partie justement, moi je l'attends très fort, mais ils n'auront pas le poids de la course, alors ils peuvent attaquer, ils peuvent mettre dans l'échappée matinale, ils peuvent mettre des Quinn Simmons ou des Tom Skuns qui sont des roule toujours, qui peuvent courir 250 km à l'avant et encore s'accrocher, ils peuvent mettre Skelmos qui va bien s'accrocher dans les monts, qui va être difficile à décrocher, ils peuvent jouer la carte du final avec Thibaut Nice, ils ont des vétérans comme Conrad ou Molema qui ont l'habitude de ce genre de course nerveuse et qui peuvent enchaîner les efforts. Pour moi, ils ont vraiment une équipe incroyable, Lidl Trek. Et en plus, si le leader désigné, en tout cas le coureur protégé parmi ces coureurs-là, c'est Thibaut Nice, qui est un peu le jeune talent, c'est clair que c'est le genre de coureur dont Pogacar a envie de se débarrasser parce que lui, sur une montée du Coburg sèche ou au sprint, il peut vraiment l'aligner, il peut vraiment le tenir sur ce genre d'effort. Donc c'est pour ça qu'il va vouloir durcir la course. C'est typiquement pour se débarrasser de ce genre de profil à la Thibaut Nice qui rappelle des profils à la Mathieu ou à la Van Aert. Ouais, c'est clair. Pour moi, là où j'ai un peu de doute sur lui, sur l'Amstel, c'est que je pense que la course va se lancer de loin. Mais si ça arrive groupé avec un petit groupe au pied du Coberg, à 2 kilomètres de Ouh là l'arrivée, là là là. là, franchement, je vois pas qui peut battre Thibaut Nice. Il a vraiment, enfin, je suis vraiment impressionné par son punch. Je le trouve quand même assez dévastateur. On se souvient du Tour de Pologne l'année dernière où il vient claquer trop. Enfin, il y a rien à dans les finales en boss, il y a rien à faire contre lui. Donc, en tout cas, voilà, Non, ce C'est sera c'est une. le coureur le plus explosif de la planète, je pense, sur Ouais, il les est montées sèches. très Sur une explosif. montée sèche, actuellement, c'est le plus explosif, je pense. C'est possible. En tout cas, voilà, les qualités d'explosivité feront pas tout. Il y a quand même 250 kilomètres à se Ah bah farcir. c'est ça le problème. Donc voilà. Mais écoute, ce sera un premier renseignement puisqu'on l'a pas vu sur ce type de course.
Est-ce que toi, il y a un coureur que t'attends au tournant en particulier? Tu parlais de Pidcock tout à l'heure, tu parlais d'autres coureurs. Est-ce que toi, t'as ciblé un ou deux coureurs vraiment que tu vas suivre et pour toi, c'est des grands, grands favoris au podium, si ce n'est que je dis pas qu'ils vont gêner Tadej Pogacar, mais pour toi, ils vont vraiment animer la course et faire un gros résultat. Ouais, alors moi j'ai une double wildcard. Ah, Et tu me vois ah, ah. venir gros comme une maison. J'ai une double parce que c'est la même équipe. C'est pour ça. Comme toi, Hmm. tu avais fait Philipsen et Van Der Poel sur Paris-Roubaix. Donc, je me permets. Enfin, on va voir la première course qui leur convient au niveau de leur programme, du profil. Le monstre à deux têtes de chez Tudor, Hirschi à la Philippe. Je suis très curieux. Je dis pas qu'ils vont gagner ou comme ça. Je suis juste très curieux de voir les deux coureurs de l'équipe. On oublie, hein, Marc Hirschi, deuxième, battu de un boyau, enfin une route, pas un boyau, mais une roue de vélo, une demi-roue de vélo par Pidcock l'année passée, donc deuxième. Donc Hirschi, évidemment, c'est le genre de course qui lui convient extrêmement bien. Et Julien, qui sera présent. Et pour le coup, eux, ils vont être regardés. Ils ont des Matteo Trentin comme vétérans, ils ont un des frères Ericsson qui sera là. Ils ont un Luc Virgen qui est le local de l'étape. Virgen, c'est un des coureurs qui s'entraînent dans cette région et qui en est originaire. Donc, ils ont une équipe pour une équipe continentale pro, c'est une équipe assez sympa. Mais je suis très curieux de voir ce que va faire le duo. Le duo de Tudor. Alors, biais de ma part, évidemment, en tant que Suisse, mais je suis très curieux de voir comment va être utilisé Julien avec Marc Hirschi. On peut imaginer que Marc Hirschi va être désigné pour suivre, être dans la roue au moment de l'emballage des Remco, des Pogacar, des Thibaut Nice, pourquoi pas des Pidcock. Il va vouloir être avec ce groupe-là et il fait partie des 10 favoris, on va dire, des 10 favoris pour une place sur le podium. Un vrai challenger. Je suis très curieux de voir comment va être utilisé Julien. Est-ce qu'il va être utilisé comme capitaine de route, un peu à la Matteo Trentin? Est-ce qu'il va être utilisé comme électron libre, genre mode attaque? On va venir voir s'ils vont te suivre. Hein. Est-ce qu'il va être utilisé comme rampe de lancement pour Marc Hirschi? Je suis très curieux de voir la première sortie sur une vraie grosse classique World Tour de ce duo, le duo star de la Tudor. On a parlé de ce recrutement, le recrutement de l'automne. Hirschi, Alaphilippe, oh là là, deux des meilleurs punchers des 10 dernières années dans la même équipe, et ben on va voir. On va voir ce que ça vaut et s'ils arrivent à en mettre un des deux dans le top 5, voire sur le podium. Je suis très curieux de voir ça. Ouais, bon alors à la Philippe, j'y crois pas du tout. Mais Marc Hirschi, par contre, il est toujours présent sur cette course. Tellement explosif, ça lui va comme un gant. Alors pour moi, je serais très surpris qu'il soit pas dans le top 5. Franchement, ce serait une énorme déception. C'est vrai qu'il est un peu rentré dans le rang hein, depuis. Il était très fort en tout début de saison. Alors il a peu eu de courses qui allaient avec son profil depuis le temps. Donc je pense qu'il a fait une bonne session d'entraînement, notamment sur le Tour du Pays Basque. Ouais, je l'attends très très fort, Marc Hirschi. Franchement, il peut pas se louper parce que je pense vraiment qu'un Liège maintenant c'est un peu dur pour lui. La flèche pourquoi pas évidemment, mais qui peut claquer l'Amstel, il Ouais, tourne la flèche, autour il quand a même. Hein. gagné, hein. L'année dernière, il était quand même très très fort. Franchement, à 10 mètres de plus et il gagnait. Donc ouais, je suis comme toi, je l'attends aussi. Bah moi, il y a deux coureurs que j'attends aussi. Bah forcément, c'est celui qui a gagné l'année dernière, c'est Tom Pidcock. Il est quand même impressionnant depuis le début de saison, faut pas se mentir. Il est incroyable. C'est le seul qui a réussi à résister alors à distance, qui nous a fait croire un petit semblant de suspense l'espace de 5 kilomètres l'Estrade Bianche. Il s'est encore montré très fort à Tirreno. Donc voilà. C'est le meilleur Euh, des autres. oui, oui, c'est pour moi le meilleur des autres. Je serais pas étonné que ce soit, ils finissent deuxième. Moi, je vais te dire, je vois un remake total de 2023 et je vois les deux mêmes coureurs derrière. Alors, mis de côté l'énigme Remco Evenepoel, derrière Tadej Pogacar, je vois Tom Pidcock et Ben Healy, c'est le deuxième coureur que je vois vraiment. Alors Pidcock parce qu'il est très fort et Ben Healy, c'est un coureur ultra. Dès que c'est une course qui Il tourne lâche lentement et que rien. ça part de loin, C'est il le est là. chien de la casse. Il Il lâche est là. rien. Et vu ce qu'il a fait sur le Tour du Pays Basque, parce que la victoire qu'il allait chercher sur l'avant-dernière étape, il était juste trop fort. Le peloton des favoris, il a pas chômé. Il les a maintenus à plus de 2 minutes. Ils ont repris tous les autres membres de l'échappée là quand il a gagné. Lui, il était juste trop trop fort. Et les courses qui se lancent de loin. Alors Ben Healy, son problème effectivement, c'est qu'il manque de punch. C'est-à-dire que si tu l'amènes au pied du Coberg, c'est fini pour lui.
Il a pas de sprint, il est pas assez puncher, mais alors par contre, Il attaquera avant. qui est-ce qui, ouais, il attaquera avant et je pense que le scénario avec la venue de Pogacar, ça a le favorisé. On se souvient comment il avait déposé Pidcock là il y a 2 ans sur le Gemmelberg en fin de course et qu'il avait fini deuxième. À un moment, on s'était même dit, il va pouvoir revenir sur Pogacar, l'écart il redescend sous les 20 secondes et puis finalement il avait craqué, mais il avait été très fort, course lancée de loin, la forme de Ben Illy. Moi, je le vois briller et puis forcément Pitcock sur sa classe et sur son talent du début de saison, mais Ben Illy, si ça se décante de loin, je le vois sur le podium. Non, non, mais alors ça, il faut évidemment que ça se décompte de loin pour Benili. La start list, j'ai rarement eu une. C'est aussi dû à la présence de Pogacar, hein, qui magnifie, on va dire ça. J'ai rarement vu une. J'ai rarement eu une start list aussi incroyable que ça, en termes de densité de coureurs. Au-delà des superstars que sont Remco, Bah, il manque Van éventuellement Der Poel, Pitcock. quoi, c'est tout. Ouais, ils manquent Van Der Poel, mais sinon, Non, il y a tout le Bahreïn, monde. ils ont Buitrago, Peyo Bilbao, Mohoric, il y a du Dylan Tuns, il y a, comme tu as dit, il y a Alors, Benelli. fais pas tout le tour Euh, parce que après il y a les Fire Bullets et je vais parler de tous ces coureurs. bon, Donc, mais moi, je la trouve juste, je voulais dire, je voulais ouais, terminer non, par mais ça en disant, effectivement, on a une je belle la, je la- je startlist. la trouve très, très, très stack, la start list. Donc, tu peux aller avec les Fire Bullets s'il y a d'autres points ou. Bah ouais, bah enfin moi je comptais passer au Fire Bullet si ça te va maintenant parce que je voulais un Non, peu non, qu'on parle de ces autres coureurs, de ceux qui vont créer un peu la sensation et puis que tu me donnes ton avis. Donc comme d'habitude, hein, je t'envoie des Fire Bullets, tu me dis si oui, sinon si t'as un petit commentaire à faire, t'hésites pas, ok? top, hein, vas-y, balance, on est là pour ça. Hein. Le peuple demande. Romain Grégoire, il va être sur le podium de cet Amstel Gold Race. J'adorerais, mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde, donc non. Mais un top 10. Allez, un top 10 pour Rome. Tu penses que ce sera le meilleur français? Oui. Ouais, moi aussi je pense. Oui, 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 oui. Je Il me convient pense très très bien. effectivement. Nelson Paoles, euh, il va attaquer de très très loin. Ce sera un des plus gros animateurs de cet Amstel. Il y a des chances. Ouais, moi je sais pas. Je suis un peu mitigé sur Paoles. Je sais pas si c'est pas un peu trop. Et s'il va peut-être pas rouler pour Benelli, mais effectivement, il peut être un très bon acteur. Moi, il y a un coureur C'est dont la j'en ai. carte de rechange. C'est la carte de rechange de Benelli des EF. Ouais. Est-ce qu'Alex Euh, Arambourou, il a eu son pic de forme annuel sur le Pays Basque et qui s'est déjà fini, ou est-ce que pour toi, il va pouvoir briller aussi sur cet Amstel? il va rouler pour Valentin Ferron. Vainqueur du Grand Prix La Marseillaise, on le rappelle. Ferron. Eh oui, bah, Donc toi, t'y crois pas du tout à Arambourou. absolument pas. Ah, il était quand même fort au Pays Basque. Après, on sait jamais. C'est un coureur il est souvent fort chez lui, mais ça Voilà, m'étonnerait pas c'est pour qu'il, ça. ça Et en m'étonnerait plus, pas qu'il soit là, quand même. En plus, moi, j'avais d'énormes espoirs sur un type de profil parce que j'aime bien ces punchers espagnols. Ça me rappelle ma jeunesse. J'avais pas mal de coureurs intéressants comme ça. Et je me suis dit, ah, Alex Arambourou, c'est le retour un peu de ce profil de puncher, un peu sprinter, coureur d'un jour sur ce type de profil espagnol. Et il m'a toujours plutôt déçu par rapport à mes attentes. Donc, c'est pour ça que maintenant, je n'ai plus aucune attente. Comme ça, quand il gagne quelque chose comme la semaine passée, je fais, ah, bien, cool, ça fait plaisir. Je mets plus Euh, d'attente sur Alex, malheureusement. un coureur qui sera pour moi dans le top 10, et dis-moi ce que t'en penses, Michael Matthews. Oui. Oui, parce que Michael Matthews, il va faire quatrième. Il va régler le Voilà. sprint du peloton. Ah, Arrête voilà, on de est sprint du d'accord, on groupe est derrière. d'accord. Ah bah, Ouais. c'est Michael. Michael est toujours là pour faire quatrième. Ouais, bon, bah, il faut qu'on en parle. Wout van Aert, il finira encore quatrième après la quatrième place à Roubaix et la quatrième place au Ronde. Est-ce qu'il peut encore faire quatrième ou c'est Matthews qui va le griller, il fera que cinquième? J'avais annoncé Van Aert vainqueur à Roubaix Ah, bah, depuis mince. des années. Depuis des années, bon, évidemment, bah, raté, mais il a fait un bon Roubaix. Euh, On rappelle Van que Aert, je sais pas. ce sera dernière course avant le Giro. Ouais. Van Aert, je sais pas. J'ai peur que ça fasse comme sur le Grand Prix E3 et qu'il nous fasse une 24e place ou une 15e place, un truc comme ça, parce il va pas être bien placé au moment du démarrage et qu'après il va rouler un peu. Van Aert, il roule à contre-temps depuis le début de cette saison, à part quand il était en échappé avec ses trois coéquipiers et qu'il arrive à perdre. Mais Van Aert, il roule à contre-temps, il a
On a vu sur Roubaix, au niveau de son placement, de sa confiance, il manque quelque chose. Et il faut quand même si c'est pas une Flandrienne, il faut quand même un peu frotter sur l'Amstel. C'est une course assez nerveuse et tout. Pourtant, ça correspond parfaitement à ses qualités. La preuve, il l'a gagné en 2021. Mais j'ai l'impression que Van Aert va rouler de nouveau à contre-temps et qu'il va Alors, nous faire une 15e ou une 12e place, quoi. pour mémoire, si je dis pas de bêtises, l'année où Van Aert gagne l'Amstel, c'est l'année où on est un peu au niveau Covid et je crois qu'il y a des problèmes de police. Et tu sais, le circuit, il est remanié. Mhm. Il est pas Ah oui, aussi oui, dur c'est pour ça. et tu sais, t'as une boucle autour du Coburg et du coup, t'as pas toutes ces difficultés, l'Iser Boswell, le Kuttenberg, il me semble, hein. C'est pour ça que je le Il me vois semble. décrocher. Ouais, Je le vois ouais. décrocher. Je pense que ça va être trop pentu pour lui aussi, Je ne trop vois pas dans le difficile. top 10. C'est terrible parce que j'adore Van Aert, mais je ne vois même pas dans le top 10. Bah on verra. Moi je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense qu'il gagnera pas. Je pense qu'il va faire un peu une course, ouais, où il est pas loin, mais il est loin quand même, donc on verra. Moi j'en ai un pour toi là. Mauro Schmid. On le verra Ah, entre 70 et 40 km de l'arrivée. Il sera toujours aux avant-postes, on y croira, et puis d'un coup il disparaîtra complètement et il finira une anonyme 25e place. c'est ça. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors là, c'est sûr, parce que justement, il y a la carte, il y a toujours dans cette équipe, il y a toujours la carte sprint Michael Matthews. Très endurant, très expérimenté, qui va suivre les bons coups. Il sera jamais le plus fort, il sera jamais dans le premier groupe, mais qui peut revenir. Et il y aura toujours cette carte un peu faire une bonne place au sprint avec Michael Matthews qui peut assurer un top 10. Donc, Mauro Schmidt, il a totalement cette carte de feu follet, d'électron libre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, force à Mauro. Il va complètement éclater dans les 20 derniers kilomètres, mais on va le voir à l'avance, ça c'est sûr. Valentin Madouas, il sera en dernière position du peloton au pied de chaque mont. Oui, bah, en même temps c'est sa place. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai quand même une grosse cote. Maxime Van Gils, il va aller chercher le podium de Stamstel. Le Dark Horse. Pour moi, le Dark Horse, je vois bien Maxime Van Rins, en tout cas dans le top 10. Podium. Ah oui, quand même, dans le top 10. Il est fort, Van Oui, non, Gils. mais il a sa piste, je veux dire, Ouais, on a ouais, au ouais, moins 20 coureurs qu'on a cités qui peuvent être dans le top 10. c'est Donc, vrai. moi, je pense qu'il sera plutôt du bon côté du manche, il sera du bon côté du top 10. Après, Maxime Van Rins, moi j'adore ce coureur. Donc, je suis pas vraiment. J'ai pas envie de lui porter la poisse, mais peut-être pas podium, parce que moi je l'ai pas sur mon podium si je devais faire une prévision. Ah bah, Mais c'est la dernière question, donc tu la garderas à la fin. d'accord. Allez, top 10, et pourquoi pas top 5 si les choses se passent bien pour Maxime. Ok. Tom Skuns, qui avait sorti une saison absolument incroyable, il va enfin se réveiller cette fois-ci en 2025 et on va le voir en course parce que depuis le début de l'année, il n'est pas du tout à son niveau de 2024. Dans l'échappée avec Mauro Schmid qui va se faire Ah, reprendre très par bien. Pogacar quand il va attaquer. très. Euh, Il y a un mec qui a disparu de la circulation depuis 2 ans, c'est Lorenzo Rota qui avait été très fort à l'époque. Est-ce que ça va être la résurrection de Lorenzo Rota des Intermarchés cette Amstel Gold Race? Ou pas du tout? Non, non, du tout. Il va rester dans l'oubli. J'aimerais bien qu'il soit à l'attaque. J'aimerais bien le voir à l'attaque, c'est un bon profil. Tu vois, le profil Mauro Schmid, Tom Skuns, des gars comme ça. Ben, Lorenzo Rota, il serait bien inspiré après, il faut avoir les jambes, hein, mais il serait bien inspiré d'anticiper. Parce que s'il n'anticipe pas, il va la roter. Hein. Je l'ai tout de Ouais. suite. Hein. Mathis Lebert d'Arkea, il sera dans l'échappée matinale. Oh, ben, j'espère pour lui. S'il arrive à la prendre, il n'y a pas de raison. Mais oui. Il y est assez souvent quand même, hein. Oui, oui, voilà, non, mais c'est un bon rôle toujours, hein, c'est bon baroudeur. C'est le genre de mec, si Arquet est sur le Tour de France et qu'il est que dans la sélection, que étape 2 où t'as que du plat et c'est pour les sprinters, lui il sera dans l'échappée, il n'y a pas de problème, il va montrer le maillot. C'est ce genre de coureur un peu Johan Alfredo style. On aime bien Matisse, donc je lui souhaite de faire une belle échappée dimanche. Moi, un coureur sur qui j'ai envie de miser, c'est Joe Blackmore, le vainqueur du Tour de l'Avenir l'année dernière et qui est d'excellent puncher. Moi, je l'imagine bien dans le top 10. Est-ce que toi, c'est jouable? Je l'ai pas assez, honnêtement, j'ai pas assez vu courir pour Ouais. Bon pouvoir puncher, hein, m'exprimer. Joe Blackmore, ouais. Ah, je te fais confiance, mais j'ai vu deux, trois extraits. Ok. Alors, très compliqué de voir ce que va être fait avec cette équipe Israël Première Tech. Il y aura Lutsenko qui est annoncé, il y aura du Simon Clark.
S'il a sa carte, ben oui, pourquoi pas jouer un top 10, ça peut être bien. C'est une des pépites britanniques. Voilà, ils en sortent pas mal ces derniers temps. Et ben, il y en a un chez Israël, donc ouais. Ouais, il y a une équipe qu'il faut absolument qui se bouge un peu, c'est l'équipe Picnic Postenel qui est en grand danger pour la relégation alors qu'on s'y attendait pas au début d'année avec la remontée d'Astana. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose sur cette course ou ils vont encore la traverser comme des fantômes? Dans Van den l'équipe, Broek. il y a ouais, Vandenbroek, Allez, Barguil? Non, Barguil, c'est fini. mais puis au secours, quoi. Non, Pas mais Barguil, quoi. Ah, mais moi, j'aime bien Warren, mais s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, c'est Frank Van den Broek. ok. Mais là, ils sont à la ramasse cette année, c'est d'une force, mais ils font de la peine, hein. Ok. Et il m'en reste deux. Tige Benoît, évidemment, il sera dans le top 10, comme d'habitude. Faut voir dans quel état est Van Aert. S'il peut jouer sa carte Benoît, il sera dans le top 10 comme d'habitude. Moi, je pense qu'il y sera, ouais. S'il doit rouler si Van Aert est dans le coup et qu'il doit rouler pour lui parce qu'il a une chance au sprint, ben non. Ça va vraiment. Alors, ça dépend totalement. Le niveau, il l'aura. Ce sera un des principaux lieutenants, voire peut-être le principal lieutenant de vous de Van Aert. Euh, Après, si Van Aert, on voit qu'il n'a pas les jambes à 30, 40, 50 km de l'arrivée, Tige Benoît jouera sa carte et il sera certainement pas loin du top 10 ou dedans. Si par contre Van Aert a les jambes et qu'il y a le scénario, il roulera pour Van Aert. Et bah, ma dernière question, je veux bien ton podium pour cette édition de l'Amstel Gold Race. En un, Tadej Pogacar. En 2, Remco Evenepoel. Parce que je pense que c'est celui qui va le tenir le plus longtemps, mais qui va lui manquer un petit quelque chose. Et en 3, il règle le sprint des autres favoris. Mark Hirschi qui bat Michael Matthews qui finit quatrième et Tim Pidcock qui finit cinquième parce que j'ai envie que Mark Hirschi, en gros chauvin, soit sur le podium et qu'il prenne sa revanche par rapport au sprint de l'année passée sur Pidcock. Parce que j'y ai vraiment cru. Hein. L'année passée, j'y ai vraiment cru. J'étais là, il est trop fort, il va la gagner. Il a bien joué la course et tout, et il est passé pas loin. Donc, un petit podium pour mon Marco. Et ben moi Ton je vais podium, dire, si c'est un bah moi je vais dire Tadej Pogacar devant Remco Evenepoel et Ben Ili parce que du coup bah je vais rester sur ce que j'ai défendu. Voilà, je pense que ces pas de trois-là. Pitcock, Bah pas de Pitcock Thibaut Nice. quatrième au quatrième, cinquième. Non, dans un scénario pour moi où ça va vraiment partir de très loin. Thibaut Nage, je l'attends. On en reparlera. Je l'attends vraiment mercredi prochain. Si dans un scénario réaliste, je le vois même possiblement gagner. Donc, mais là, je pense que la course va partir de très loin et que dans cette configuration, les qualités d'endurance vont primer. Et je pense qu'il y aura des gros écarts. Hein. Quand je te dis Pogacar, je pense qu'il sera loin devant. Evenepoel et Illy, ils seront un peu derrière et encore bien derrière. Il y aura un petit groupe avec des Van Gils, des Hirschi, des Pitcock. Voilà, C'est voilà un vrai que peu comme je c'est vois le vrai que truc. c'est vrai que si Remco arrive au sprint avec Benili, il va le battre. Oui, bah oui, c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai mis troisième. Je pense que Oui. Ben Illy sera peut-être même un peu supérieur, mais non, au sprint, impossible qu'il batte Remco. Donc, bah écoute, en tout cas, on verra ça. Je pense qu'on a bien fait le tour là. Si pour toi c'est ok aussi de cette magnifique Amstel Gold Race qui arrive. Petit rappel évidemment, hein, n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça nous fait remonter la vidéo, ça permet d'être vu par plus de monde et ça nous fait super plaisir. Hein. On a fait 16 000, plus de 16 000 vues sur le live qu'on a fait autour Incroyable. de Paris-Roubaix. On vous remercie parce que c'est vraiment juste fou. Et puis évidemment, nous, si on fait ça, c'est aussi pour partager notre passion du vélo avec vous. Donc dites-nous en commentaire qui vous voyez briller sur cette course. Est-ce que pour vous, Remco Evenepoel va être de retour à un gros niveau? Est-ce qu'on va encore assister à une démonstration de Tadej Pogacar? Est-ce qu'il y a un coureur de l'équipe Unibet, Titima Rockets, qui va gagner la course? Enfin voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ça nous fait super T'as pas plaisir. le droit, t'as pas le droit comme phrase à la fin. Les pauvres qui est en Rockets, quoi. Ah non, mais Un peu de folie dans ce monde où c'est toujours les mêmes qui gagnent hein, quand même. oui, et puis bah, surtout, dernière chose, dernier point pour terminer. Ceux qui n'ont pas l'habitude de la regarder ou qui ont un peu de curiosité parce que c'est pas un monument, regardez-la cette course. Il y a des Flandriens, il y a des punchers, il y a des coureurs complets. Comme on l'a dit, en plus c'est entre deux gros monuments de la saison. Les coureurs en général sont assez en forme sur l'Amstel. Il peut y avoir des défaillances bien sûr, mais si vous êtes fan de cyclisme, que vous aimez les courses de mouvement et qui aimez voilà
les parcours variés où il faut avoir différents types de coureurs, avec en plus une magnifique start list, hein, une liste de départ absolument incroyable cette année. On l'a dit, il y a au moins 20 coureurs qui peuvent imaginer être dans le top 5 ou sur un podium potentiellement, même s'il y Et a, un on a dit, seul il y qui a peut imaginer gagner. un ou deux gros favoris, bien sûr, qui font très peur. Hein. Tu as des Pogacar, Remco, Benili, mais regardez-là, vraiment, si vous avez un peu de temps de dimanche, Bah, regardez-là les 2 dernières heures de course. En général, c'est là où ça commence de toute façon, Nico, le programme de dimanche, il est écrit. Vous vous levez, vous chassez les œufs de Pâques, là, vous récoltez vos chocolats. Et puis Exactement. ensuite, vous allez faire votre tour de vélo. Comme ça, vous aurez bien mérité. À partir de 14h, vous mangez vos chocolats devant l'Amstel. De toute façon, il fait pas très beau sur toute l'Europe encore pendant pas mal de temps. Donc, vous aurez pas d'excuses pour pas être Vous, devant la télé. et Bah, faites merci. gaffe à la fringale. Ouais, voilà, effectivement. Voilà, faut toujours pas aller à la fringale, donc vous mangez du chocolat au moins comme ça C'est ira. bon. Et bah merci beaucoup Nico à toi pour cette émission, c'était un vrai plaisir. Et puis bah merci à tous de nous avoir suivis. Et bah comme n'oubliez pas hein, la fringale guette, donc pensez à vous alimenter. Allez, ciao tout le monde. Merci à tous. Merci Titien.